Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Livre Ésotérique Ancien, j'espère que vous avez tous passé une bonne semaine et pour certains, je sais que vous l'attendez avec impatience, la suite, le chapitre 3 de Papus avec la magie et l'hypnose. Bon, le livre est encore assez long, on va en avoir pour un petit moment comme je le disais au début. Pour ceux qui nous rejoignent, je vous rappelle que le début du livre se trouve dans une autre vidéo, donc vous avez une playlist qui est consacrée à ce livre. N'hésitez pas à prendre justement le début du livre, ce sera quand même beaucoup plus simple. Voilà, pour les autres, comme vous le savez, c'est une lecture commentée, donc on va prendre, vous avez l'habitude maintenant pour ceux qui me suivent, vous pouvez également mettre vos commentaires, je vous invite à rester toujours respectueux et à garder une certaine discrétion si vous voulez révéler certaines choses. Vous êtes sur YouTube et comme j'explique à certains, voilà, ce sont quand même des commentaires qui sont visibles par tous, donc pesez vos mots quand vous les posez. Et sinon, écoutez, c'est parti. Hein. Moi aussi, j'attends avec impatience. Une dernière chose aussi. Oui, vous avez vu qu'au niveau des publicités, je ne sais pas trop comment ça se gère. Normalement, il y en a une, il me semblait que c'était devant derrière. Et j'ai réglé ça. Normalement, pour les courtes vidéos, c'est bon. Après, sur les vidéos un petit peu plus longues, il y en aura juste une, mais toutes les heures. Donc, normalement, vous ne devriez pas être trop incommodé. Je rappelle aussi qu'il va y avoir le lancement de la page membre, tout simplement pour des textes un petit peu plus touchy, un peu plus poussés. Là, on va partir sur Dogme et rituel d'Eliphas Lévy, puisque là, il y a eu un sondage à ce sujet. Et Eliphas Lévy et Dogme et rituel de haute magie étaient vraiment les premiers à sortir, sachant que on était quand même très coude à coude avec Stanislas de Gaïta. Donc je vais certainement faire Stanislas de Gaïta en fonction du temps que j'ai. Est-ce que je le ferai en même temps en parallèle pour vous satisfaire également, parce que ce sont quand même des livres très importants, très grands, et je voudrais tout de même conserver le rythme aujourd'hui de la partie accessible, sachant que dans la partie membre, bien entendu, quand il y aura peut-être des choses un peu plus poussées, des images, ou peut-être des textes un petit peu plus poussés ou des parties symboliques, je vais essayer de voir pour que vous puissiez les télécharger de vous-même et y avoir accès. Voilà, alors je ne sais pas trop comment je vais faire, mais je vais me débrouiller. C'est pour ça qu'elle n'arrive pas encore tout à fait. Je voudrais être sûre d'avoir déjà au moins 1 à 2 vidéos, voire 3 vidéos de prêtes pour le dogme et rituel et haute magie, avant de démarrer la chaîne, sachant que la toute première partie, faudra pas trop s'enflammer parce que franchement la première partie elle dure longtemps et surtout j'ai bien l'impression que c'est pas la plus intéressante, ce sera vraiment la seconde et la troisième qui commenceront vraiment à rentrer dans le dur. Voilà, allez sans plus attendre parce qu'on est déjà à 3 minutes, hop, on va partir sur le chapitre 3 de l'hypnose à l'envoûtement, premier paragraphe, les états hypnotiques profonds. Les 3 états classiques de l'hypnotisme enseignés par l'école de la Salpêtrière sont la léthargie, la catalepsie, le somnambulisme. Or, aucun de ces états ne correspondait aux descriptions unanimes des anciens magnétiseurs qui avaient étudié l'hypnose en 1850 et dont les travaux de Cahanet et de Chardel indiquent bien le caractère. Un expérimentateur contemporain, M. de Rochas, dont nous aurons souvent l'occasion de parler, est parvenu à démontrer qu'en agissant au moyen des passes sur un sujet placé au somnambulisme, en somnambulisme hypnotique, on détermine de nouvelles phases de sommeil correspondant parfaitement aux descriptions des magnétiseurs. Les phases hypnotiques ne forment ainsi que le prélude des phases magnétiques. Vous vous souvenez, je rappelle, le magnétisme était très en rapport avec le somnambulisme et également l'hypnose dans cette période et également tout ce qui était vision à distance. Donc on a cette forme de magnétisme avec la passe énergétique des mains, mais en général c'est vraiment pour envoyer dans des états modifiés de conscience. On n'est pas sur l'imposition des mains pour guérir. D'accord ? Les magnétiseurs à l'époque, c'était pas encore tout à fait ça. Il y en avait, mais on parlait plutôt de magnétisme lié justement à ces états modifiés. Pareil, le somnambulisme, c'est pas le gars qui se lève de son lit et qui part avec les mains en avant. C'était vraiment un état modifié, comme vous pouvez, un état de transe, tout simplement. Donc là, il met en italique des faits produits pendant les états magnétiques ou états profonds de l'hypnose.
Donc là, je pense qu'il va nous détailler. Ainsi, les états classiques de l'hypnose ne sont que le prélude d'autres états qui ont été nommés états profonds de l'hypnose et qui sont les plus intéressants à connaître et à pratiquer pour l'étudiant des arts magiques. Alors, là, il avait mis, c'est pour ça que j'ai bugué, il a mis une petite annotation, A de Rochas, les états profonds de l'hypnose. Ensuite, on arrive tout de suite, oui, donc il détaille pas plus que ça. Paragraphe numéro 2. Extériorisation de la sensibilité. Il nous met une petite annotation, voir l'initiation, juin 1892. Vous savez, l'initiation, c'est une de ces revues à Papus. Nous extrayons ces passages d'un remarquable article de M. de Rochas, donc il revient toujours sur lui. Il est peu de familles dans lesquelles on ne conserve la tradition d'images vues ou de voix entendues au moment où une personne chère courait un grand danger. Ces récits ont été recueillis et discutés avec le plus grand soin. En Angleterre, par la Society for Psychiatric Research, qui a pour président M. Henry Sidgwick, pardon pour la prononciation. Bon, si vous voulez aller chercher, Sidkwieg, professeur à l'université de Cambridge. Pour membres honoraires, Madame Adams et William Crookes, de la Société royale de Londres, Lord Tennyson, non, je pense que c'est Tennyson, non, oui, Madame Gladstone, Alfred Russel Wallace, John Ruskin et Watt. Pour membres correspondants en France, Madame Bonis, Barnheim, Ferré, Pierre Janet, Libaud, L. Marillier, T.H. Ribot, et ensuite C.H. Richet et H. Ten. C'était pas obligé, mais je les ai quand même tous lus de manière à ce que si jamais vous êtes de la famille lointaine, sans vraiment le savoir, peut-être que votre nom, peut-être que toi tu m'écoutes, ton nom est parmi ces noms-là. Peut-être as-tu un ancêtre qui a travaillé là-bas. Et oui, on continue. Le résultat de ce travail est paru à Londres sous ce titre « Phantasm of the Living ». Et une traduction abrégée en a été publiée à Paris en 1891 par M. Marillier sous le titre « Les hallucinations télépathiques ». Bon, on va voir s'il nous en a parlé un peu plus. En même temps, la Société de psychologie physiologique de Paris nommait pour continuer l'œuvre de la société anglaise une commission présidée par M. Sully Prudhomme de l'Académie française et composée de Madame G. Ballet, abrégée à la faculté de médecine de Paris, Bonis, professeur à la faculté de médecine de Nancy, Marillier, maître de conférence à l'école pratique des hautes études, C.H. Richet, professeur à la faculté de médecine de Paris, et le lieutenant-colonel de Rochas, l'administrateur de l'école polytechnique. Bon. Après un examen attentif d'un grand nombre de récits, la commission proposa à la Société de psychologie la motion suivante qui fut adoptée à l'unanimité. Les faits donnés comme hallucinations télépathiques sont assez nombreux et assez intéressants pour mériter l'attention et la discussion. En d'autres termes, il apparut au rapporteur que le très grand nombre de coïncidences bien démontrées ne permettait pas de considérer comme de simples hallucinations dues à une cause morbide certaines impressions visuelles ou auditives se rapportant à des événements qui se passaient à grande distance précisément à ce moment-là. Donc là, je vais vous relire cette phrase parce qu'en plus, j'ai pas mis l'intonation qu'il fallait, mais là, vous voyez, il parle bien de vision à distance. Enfin, c'est ce qu'on dirait aujourd'hui. En d'autres termes, donc c'est la conclusion. Il a paru au rapporteur que le très grand nombre de coïncidences bien démontrées ne permettait pas de considérer comme de simples hallucinations dues à une cause morbide certaines impressions visuelles ou auditives se rapportant à des événements qui se passaient à grande distance, précisément à ce moment-là. Donc, la captation d'éléments à distance. Nous voici donc en présence d'un phénomène qui nécessite la projection d'un élément sensible hors du corps, soit de l'individu qui se fait percevoir, soit de celui qui perçoit.
Je vous renvoie vraiment les amis, si ça vous intéresse, au dossier de la CIA, le dossier qui s'appelle Stargate. Vraiment, vous allez un peu plus comprendre, il y a des choses qui datent vraiment déjà de 1950 à peu près. Hein. Donc vous avez déjà quelques documents à ce sujet. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un petit peu le questionnement aussi qu'on a sur peut-être... alors là, je risque de me faire taper sur les doigts ou faire grincer par certains au sujet de Nicolas Fraisse, puisqu'il y a quand même un sujet en ce qui concerne la sortie hors corps, étant donné que lui, il est conscient et qu'il arrive à sortir, on se demande quand même si c'est pas plus de la vision à distance. Mais par contre, ce serait un exemple majeur aujourd'hui en France d'une personne qui s'est pratiqué ça, et après vous en avez plein d'autres. La médiumnité, c'est encore un peu différent, il peut y avoir aussi bien sûr ce type de potentiel et d'action, mais après quand même je vous ramène aussi aux travaux de je crois que c'est Fabrice Bonvin si je me trompe pas. Oui, je viens de vérifier, c'est bon. Vous avez aussi Stéphane Schwartz qui était un peu précurseur aussi comme Ingo Swann et qui font de très bons travaux, donc c'est tout ce qui est conscience non localisée et qui sont très faciles à lire aujourd'hui. Et bon, on voit bien hein, que ça remonte pas à hier. Hein. Donc ça remonte à il y a bien longtemps. Voilà. On continue. Nous voici donc en présence d'un phénomène qui nécessite la projection d'un élément sensible hors du corps, soit de l'individu qui se fait percevoir, soit de celui qui perçoit. Donc c'est ce qu'on a eu. On est conduit à une hypothèse analogue par l'effet de lucidité magnétique que je ne fais qu'indiquer ici, parce qu'ils n'ont point été étudiés d'une manière aussi sérieuse que les précédents, et j'aborde une classe de manifestations beaucoup moins ordinaire, mais plus intéressante, parce qu'on peut les soumettre jusqu'à un certain point à l'expérimentation. Oui, j'ai la fenêtre ouverte, j'ai pas mal de bruit, j'espère que c'est pas trop gênant pour vous, surtout que là, normalement, je vais pas mettre trop de filtres. Alors là, il nous fait une petite annotation. Cet article a paru dans le journal Le Temps, le 27 mai 1892, avec l'annotation suivante de la rédaction. On suit aujourd'hui avec grand intérêt toutes les recherches qui ont pour but d'éclairer, ou tout au moins de bien établir en ces données, le problème des phénomènes psychiques. Au lieu d'exposer nous-mêmes objectivement et sans affirmer ni juger telle série d'observations, telle théorie ou telle conjecture, nous avons préféré laisser parler en toute indépendance dans ce journal l'un des hommes qui poursuivent avec le plus de zèle et de science ce genre d'études, M. Albert de Rochas, administrateur de l'école polytechnique. Alors j'avoue que les petites indications ne sont pas toujours les plus utiles, mais quand même, par rapport à un bouquin que vous allez avoir en voie de synthèse, vous les avez en direct. Parce que souvent, au niveau de la voie de synthèse, c'est très compliqué à réintégrer, ça fait un très très gros travail, et souvent les lecteurs, enfin ceux qui font les montages, n'aiment pas trop ça. Là, ça permet, comme je le lis, je suis forcée, si vous voulez, enfin c'est même évident que je m'y rapporte. Allez, on y va, on continue. Tels sont les faits de transmission de pensées et de sensations qu'on trouvera brièvement exposés dans le chapitre 2 des hallucinations télépathiques, et dont un cas très remarquable a été rapporté en détail dans la revue philosophique du mois d'avril, numéro d'avril 1886. On sait que le docteur Babinski à la Salpêtrière a obtenu, à l'aide d'un aimant, le transfert d'anesthésie de paralysie, de coxalgie, et même de mutisme d'une hystérique, sur une autre hystérique placée à quelque distance. Oui, vous vous souvenez, j'ai un article, pour ceux qui l'ont écouté, sur un article du vendredi, à un moment on parle de la couronne magique, et justement de la transmission des faits de conscience entre une personne et une autre. Donc à voir si ça va plus loin. Moi je pensais que c'était juste un état modifié de conscience, on se connectait, mais a priori il y aurait une possibilité avec des accessoires, des appareils. Alors dites-vous que là, on est dans les années, on est à la fin du 19e siècle. Franchement, imaginez aujourd'hui ce qu'on a pu trouver. On continue. Le docteur Louis, à la Charité, est allé plus loin. Il a obtenu le transfert de symptômes morbides de toute espèce d'une personne ordinairement malade à un sujet légèrement endormi avec lequel il la mettait en contact. C'est pas cool pour lui.
Il les a même transportés du malade au sujet dans une pièce voisine à l'aide d'un aimant en fer à cheval placé successivement pendant quelques instants en contact avec la tête des deux personnes. On verra que l'histoire de l'aimantation, ça revient souvent. J'ai montré moi-même dans un livre récent sur les états profonds de l'hypnose, bon là il renvoie de 1892, comment à mesure qu'on approfondissait le sommeil magnétique d'un sujet, on déterminait une série d'états séparés par les périodes de léthargie et caractérisés par des perceptions de plus en plus parfaites des sensations du magnétiseur par le magnétisé, d'abord au contact puis à distance. Ensuite, il résulte des expériences de M. Pierre Janet que des hystériques anesthésiques à l'état de veille acquièrent la sensibilité normale lorsqu'on les magnétise. Partie 2 du chapitre. En rapprochant tous ces faits, j'ai été conduit à me demander si l'agent inconnu qui transmet au cerveau les impressions extérieures et qui, chez les individus normaux, s'arrête à la surface cutanée, ne pouvait pas s'arrêter quelquefois en deçà ou se prolonger au-delà, et si les manœuvres hypnotiques n'avaient pas pour effet d'étendre son champ d'action. Dans la période critique que les sciences traversent aujourd'hui, au moment où Crookes, Thomson, Edison et Tesla font surgir à chaque instant de si surprenantes manifestations électriques, on ne doit rejeter aucune hypothèse quand elle n'est pas absurde a priori. Et oui, c'était à la même époque. C'est à l'expérience seule de décider, et c'est à l'expérience que j'eus recours. Je constatais ainsi que pour un sujet normal, c'est-à-dire sensible à l'état de veille, 1. L'insensibilité cutanée se produit plus ou moins rapidement sous l'influence des passes magnétiques et persiste, quelle que soit la profondeur à laquelle on pousse l'hypnose. 2. Il n'y a aucune trace de sensibilité extérieure dans les premiers états, c'est-à-dire jusqu'au moment où le sujet ne perçoit plus que le magnétiseur. Mais, dans cet état de rapport, il s'est formé tout autour du sujet et à une distance de 2 ou 3 cm, au dehors de la peau, une couche mince et sensible. Il suffit que le magnétiseur pince, pique, caresse cette enveloppe invisible aux yeux ordinaires pour que le sujet ressente les impressions correspondantes. Et B. 3. Si l'on continue la magnétisation, cette première couche sensible subsiste, mais il s'en forme bientôt une seconde à une distance double de celle de la première à la peau, c'est-à-dire à 4 ou 5 cm, puis une troisième séparée à la deuxième par une distance à peu près égale à celle qui sépare la première de la deuxième, puis une quatrième dans les mêmes conditions, et ainsi de suite jusqu'à plusieurs mètres, où là, la sensibilité des couches diminuant proportionnellement à leur éloignement du corps. Ces couches se pénètrent et s'entrecroisent sans se modifier, ou sans se modifier au moyen d'une façon appréciable. Si je fais placer les deux mains du sujet en regard l'une de l'autre, de telle manière que l'une des couches appartenant à la paume de la main droite soit en contact avec une couche appartenant à la main gauche, et que je pince la couche commune, le sujet ressent la douleur à la fois dans la paume de chacune de ses mains. Si je fais rapprocher les deux mains à 2 ou 3 cm, de telle manière que les couches sensibles de la main droite, par exemple, soient dans les zones insensibles de la main gauche, et que je promène une bougie entre les deux mains en allant toujours dans le même sens, le sujet se sent, à son grand étonnement, brûlé tantôt sur une main, tantôt sur l'autre. J'ai fait ainsi un grand nombre d'expériences en variant les conditions et les sujets. Toutes m'ont donné des résultats concordants. Là, on passe sur la 3e partie du chapitre. On admet aujourd'hui que nous ne pouvons entrer en communication avec les divers corps de la nature qu'au moyen de mouvements vibratoires se propageant dans les milieux intermédiaires avec une vitesse plus ou moins grande, suivant la nature de ces milieux.
En supposant une molécule vibrant dans un milieu homogène, l'intensité de ces vibrations transmises décroît à mesure que la distance du centre d'ébranlement augmente. Il peut cependant arriver que, dans certains cas, des mouvements vibratoires de même nature, mais de périodes ou de directions différentes, s'ajoutent ou se retranchent de manière à produire des maxima et des minima se succédant à des distances à peu près égales, jusqu'à ce que les vibrations s'éteignent tout à fait. C'est là un phénomène connu en optique sous le nom d'interférence, et que nous retrouvons dans les observations relatées au paragraphe précédent. L'hypothèse la plus simple et la plus vraisemblable est que ces maxima et minima de l'insensibilité sont dus à l'interférence des vibrations causées par les mouvements rythmiques du cœur et de la respiration se propageant dans l'air, avec la même vitesse normalement à la surface du corps, mais avec des périodes différentes. L'expérience a montré en effet que si l'on modifiait le rythme de la respiration, la position des zones sensibles se déplaçait dans l'espace. On sait du reste le rôle considérable que les yogis de l'Inde font jouer à la respiration dans leur auto-hypnotisation. Les amplitudes des vibrations, les molécules des corps étant extrêmement petites, les qualités des mouvements de cette nature perçus par nos sens sont définies d'abord par le temps que met la molécule vibrante à revenir à la même position de sa période vibratoire, puis par la vitesse de transmission de ce mouvement vibratoire dans le milieu transmetteur. Le second élément s'apprécie avec plus ou moins de facilité par des mesures directes, mais le premier ne se détermine que par des artifices assez délicats, basés d'ordinaire sur des phénomènes de réflexion. J'ai donc été amenée à rechercher les corps qui peuvent réfléchir les radiations étudiées ou se laisser traverser par elles, et j'ai fait les constatations suivantes. 1. Presque tous les corps sont traversés par les radiations que j'appellerais odiques, comme Reichenbach qui s'en est occupé le premier. Ces radiations s'y réfractent suivant des lois analogues aux lois connues. 2. La plupart des métaux, entre parenthèses surtout l'or, l'argent et le mercure, ainsi que leurs sels, produisent généralement sur le sujet une vive impression de brûlure quand ils sont placés par le magnétiseur sur une couche sensible. Entre parenthèses, l'effet de brûlure provoqué par l'or avait déjà été signalé dans d'autres conditions par Madame Bureau, médecin de la marine de Rochefort. Bon, alors là, on a une gravure. Je vais voir pour vous la mettre. Voilà, donc on voit réveil d'un mourant par l'extériorisation du corps astral d'une personne endormie. Gravure illustrant la magicienne de Jules L'Hermina. Troisièmement, un verre plein d'eau produit derrière lui une ombre odique en absorbant l'ode au passage, comme il aurait absorbé de la chaleur si on l'avait mis en présence d'un foyer calorifique. En d'autres termes, si l'on fait traverser l'eau par une couche sensible, cette eau tout entière devient sensible et les couches sensibles qui peuvent se trouver derrière le verre disparaissent en partie. De plus, quand l'eau est suffisamment chargée, elle émet sa surface libre comme une vapeur également sensible. Vous imaginez la charge de l'eau, hein. La mémoire de l'eau aussi, c'est pas rien. Quatrièmement, un végétal, un animal et même un corps solide inanimé peuvent se charger de la même façon, mais la sensibilisation paraît surtout favorisée par l'état liquide et l'origine organique du corps. Alors là, il renvoie à la cire. La cire notamment absorbe avec une grande intensité les radiations sensibles. Ça, c'est son petite annotation. Sa petite annotation. Cinquièmement, si l'on emporte un objet sensibilisé à quelques mètres en dehors des couches sensibles qui enveloppent le sujet, celui-ci continue à percevoir les opérations faites sur l'objet par le magnétiseur. Mais l'effet diminue et finit par disparaître quand la distance devient trop grande et que l'on agite violemment l'air entre les deux. Sixièmement, la transmission et la sensation de l'objet sensibilisé au sujet peut persister dans les mêmes conditions,
mais en s'affaiblissant graduellement pendant plusieurs heures même après le réveil du sujet. Donc là c'est signé A de Rochas, donc vous comprenez où on va en venir pour l'envoûtement. Là on est sur magie envoûtement, donc vous devez mais pourquoi hypnose et envoûtement, mais pourquoi? Là on voit déjà qu'il peut y avoir une action à distance d'une personne à une autre. Donc vous voyez où on veut en venir pour l'envoûtement. On va voir ce qu'il va continuer à dire. 3e paragraphe. Extériorisation progressive, état profond. Pour bien indiquer la progression de ces divers états, nous allons emprunter aux sensations d'un magnétisé les quelques pages suivantes. 23 juillet 1893. Je suis éveillé. Alors là, il met en annotation impression d'un magnétisé raconté par lui-même, Annales des sciences physiques de mai-juin 1895. Monsieur de R fait des passes le long de mon bras et de ma main gauche. Je sens peu à peu mon bras se raidir. Je vois Monsieur de R me pincer la peau de la main si fortement que la trace et ses ongles y restent. Oui. Donc ça permet en fin de compte de contrôler l'état. En général, quand vous pincez quelqu'un, quand il est dans un état modifié profond, il ressent rien. Donc ça permet au magnétiseur quand même de tester s'il y a encore un stimuli conscient qui réagit. Donc me passer la peau de la main si fortement que la trace de ses ongles y reste. Cependant, je n'éprouve aucune douleur. Alors, Monsieur de R éloigne sa main de la mienne progressivement en pressant à plusieurs reprises l'ongle de son pouce contre l'ongle de son index comme pour pincer. À une certaine distance, je sens soudain sur le revers de ma main un poinçon assez fort. La main de Monsieur de R continue à s'éloigner. Il lui faut parcourir une nouvelle distance plus grande que la première pour que je sente un second poinçon. D'ailleurs, notablement plus faible que le premier. Monsieur de R s'éloigne davantage encore. À une distance plus éloignée de la première que la première ne l'était de ma main, le poinçon dans le vide se répercute de nouveau sur ma main, mais une sensation atténuée. Puis, beaucoup plus loin, je n'éprouve plus qu'un vague frôlement, et au-delà, absolument rien. Donc, vous voyez, c'est un petit peu ce qu'on voyait tout à l'heure, plus il s'éloigne, mais il y a aussi les couches, les fameuses couches, les couches secondaires qui se superposent et qui s'éloignent, et qui se démultiplient, et avec les actions qui sont ressenties sur ces couches de sensibilité. Bien des fois répétée, cette expérience me permet de conclure que des couches sensibles se forment autour des parties magnétisées de mon corps et que la première couche n'est distante de la peau que d'une distance moitié moindre environ que la distance qui sépare les autres couches. Que j'éprouve la sensation susdite quand la main de Monsieur de R agit sur une des couches A, B, C, etc., cela est indéniable. Mais quel rôle joue ici la suggestion? Un rôle très grand, je crois. En effet, ici je ferme les yeux tandis que Monsieur de R parcourt en pinçant le vide la distance entre ma peau et la couche sensible. C'est bizarre, c'est qui en est? Alors en passant le vide, excusez-moi. Je pense que la couche sensible C, qui en est la plus éloignée, puisque vous savez, il y a la couche A, B, C. Voilà, excusez-moi. Donc la distance entre ma peau et la couche sensible C, qui en est la plus éloignée. J'avoue franchement que j'imagine plutôt la sensation que je ne l'éprouve. Elle est supposée et non éprouvée. Seulement, dès que je rouvre les yeux, elle redevient parfaitement consciente, plus faible en C qu'en B et en B qu'en A, comme je l'ai noté plus haut. Un spectateur pourrait croire que je triche. Le sujet, dirait-il, doit sentir également qu'il voit ou non la main du magnétiseur pincer le vide, quand cette main passe en A, B, C. Or, c'est ce qui n'a pas lieu. Il faut qu'il se rende compte du point de l'espace où se trouve la main du magnétiseur pour réagir à une excitation donnée à un prétendu fluide que je voudrais voir pour y croire. En réalité, il ne sent rien. Alors, en réalité, il ne sent rien, qu'il ferme les yeux ou regarde et simule la sensation. Le spectateur, à mon sens, a raison quand il prétend que je devrais sentir également,
les yeux fermés comme les yeux ouverts, c'est à la suggestion assurément qu'il faut demander la cause de cette irrégularité. Mais pour tout ce qui est de sentir réellement, le spectateur a tort quand il le nie. Je suis entièrement sincère et qu'il faille rechercher la cause de ce phénomène dans la pure suggestion ou vraiment dans le fluide extériorisé ou plus vraisemblablement dans les deux à la fois, la sensation est bien réellement éprouvée. Je réagis sans... Alors c'est fait un teaser, encore un mot de l'époque. Et là il met une annotation. Pour moi la véritable explication est que, de même que sur la peau, le degré de sensibilité varie avec le degré d'attention. En regardant l'endroit où on le pince, le sujet accumule sur ce point une quantité plus grande de fluide qui, par là, amplifie notablement la sensation. Tout le monde sait que, quand un médecin veut faire une piqûre à un malade et diminuer la douleur, il conseille de ne pas regarder l'endroit à piquer. J'ai complètement. Et j'ai un exemple, par exemple, quand si quelqu'un est commerçant et m'écoute, ou qui connaît ce genre, ou vous allez voir autre chose. Par exemple, quelqu'un va mettre une attention sur un article qu'il va voir dans un magasin. Et il va la regarder longuement, il va regarder l'article longuement, il va le reposer. Et finalement, il va pas le prendre comme par hasard. Vous pouvez être sûr qu'avec l'énergie qu'il a mis dessus, c'est pas exactement la même chose, mais quand même. C'est comme s'il y avait une énergie, il y avait une vibration, quelque chose qui avait été... l'esprit qui avait été informé, en fin de compte. Et à partir du moment où cet objet a modifié, en fin de compte, sa structure énergétique, de par l'information qui a été apportée, on peut aussi modifier sa vie, en fin de compte, le cours des choses. Donc là, c'est un petit peu pareil. Et on peut amener un événement physique. Donc vous voyez que dans ce livre, quand il parle de magie et hypnose, c'est pas du gris-gris avec un chaudron et l'hypnose. On arrive déjà, mais je trouve que c'est beaucoup plus scientifique. Aujourd'hui, vous avez la magie mentale, le chaos magique, plein de choses qui vont partir d'un sujet qui va être forcément la programmation mentale, mais beaucoup plus facile à aborder sur les livres d'aujourd'hui. Et là, Papus, là, ce qu'il fait, c'est que déjà, il est très avant-gardiste, puisqu'il explique un phénomène physique en prenant des techniques de l'époque, qui finalement rejoint les choses, et on va pouvoir programmer énergétiquement des choses qui vont amener un phénomène physique dans la vie, mais enfin je dirais dans la matrice, pour mieux m'expliquer. Ok ? On continue. Donc Monsieur de R m'endort, je pense que ça doit être de Rochas. Hein. Je m'abandonne au sommeil avec confiance, sans l'apeurement du premier jour. Les mêmes expériences renouvelées ont donné le même résultat. Mes observations d'aujourd'hui confirment ce que je supposais. L'autre jour, relativement au rapport constant entre mes facultés auditives et visuelles sous l'influence de la suggestion comme à l'état normal. Alors, les mêmes expériences renouvelées ont donné le même résultat. Mes observations d'aujourd'hui confirment ce que je supposais l'autre jour, relativement au rapport constant entre mes facultés auditives et visuelles sous l'influence de la suggestion comme à l'état normal. Je sais, parfois je ne mets pas les bonnes intonations, donc là je reprends. Pour mieux comprendre. Se fait seulement de nouveau. Se fait seulement de nouveau. Ok, là c'est une phrase qui est tout de suite... Bon, c'est pas grave. Là il cite. Pensez à quelqu'un, me dit Monsieur de R. Vous allez voir la personne à qui vous pensez, assise dans un fauteuil qui est à votre droite. J'ai pensé à ma sœur sans rien dire. Je me retourne et pousse un « oh » de surprise en la voyant. En effet, ma sœur est à l'endroit indiqué. Je reste les yeux fixés quelque temps sur elle, qui ne bouge pas. Mais je détourne ensuite les yeux une seconde et je les reporte alors vainement vers le fauteuil où elle m'est apparue. La vision s'est évanouie et il faut un nouvel ordre de Monsieur de R pour qu'elle m'apparaisse. Durant le passage du sommeil à l'état de veille, je n'éprouve aucune sensation particulière, ou du moins, elle est si vague que je ne peux la définir.
25 juillet 1893. Monsieur Duher m'endort et me dit: il y a un bouquet de roses dans un pot à eau qui est sur la table derrière vous. Allez le toucher. Sans hésitation, je vais vers la table de toilette. Il y a en effet un bouquet que je sors du pot à eau. J'essaie de sentir les roses, mais elles n'ont point d'odeur. Frottez-vous le front vigoureusement, me dit monsieur Duher. Je le fais et aussitôt le bouquet disparaît. Ainsi, l'hallucination s'est limitée à l'exacte suggestion donnée. Voyez et touchez. Mais on ne m'avait pas dit de sentir. Je suis toujours endormie. Monsieur Duher commence par renouveler les expériences d'avant-hier sur l'extériorisation du fluide sensible. Je touche un objet, je ne le sens pas. La sensation du contact existe seulement si l'on place l'objet à distance et selon les lois d'éloignement remarquées avant-hier sur la main, alors que mon bras, seul, était magnétisé. Vous voyez, on n'est pas complètement dans la suggestion non plus. Là, on fait intervenir d'autres principes complémentaires, qui sont finalement beaucoup plus physiques. Mais ce n'est pas seulement la sensation du contact que je puis maintenant éprouver d'après les mêmes lois. Monsieur Duher prend un flacon bouché et me le promène sous le nez. Tout contre les narines, je ne sens absolument rien. Il éloigne alors le flacon lorsque celui-ci se trouve à une certaine distance sur une première couche sensible, la couche A. Je reconnais l'odeur du thym. Quand le flacon s'éloigne entre la première sensible A et une seconde couche sensible B, je ne sens rien. Je sens de nouveau en B, puis plus rien de B en C. Puis de nouveau, mais plus faiblement en C. Plus loin, je ne puis plus rien distinguer. Les distances entre A et B et entre B et C sont à peu près égales entre elles et au double de la distance entre ma peau et la première couche sensible A. Je vois monsieur Duher prendre une figurine de cire rouge à modeler. Il la tient un moment immobile le long de la couche A. Je sens très bien l'objet. Il la retire ensuite au-delà de la couche C et pique la figurine avec une épingle. Ça vous rappelle rien? Je ne sens rien. Je sais pas si c'est ou On ne peut pas vous envoûter, dit monsieur Duher. Et oui, quand je vous disais ça vous rappelle rien? Au fait, c'est que probablement votre fluide ne se dissout pas dans la cire. Mais nous réussirons peut-être avec de l'eau. Et oui, plusieurs techniques. Mais c'est là qu'on comprend mieux comment s'articulent les phénomènes d'envoûtement. Bon, là, vous allez dire qu'ils sont à proximité. Mais on a expliqué un petit peu le phénomène de longue distance tout à l'heure. Longuement, M. Duher maintient un verre d'eau sur la couche A. J'ai toujours la sensation du contact d'un objet, mais je ne regarde... Mais si je ne... Alors, attendez. J'ai toujours la sensation du contact d'un objet, mais si je ne regardais pas, il me serait impossible de spécifier la nature et la forme de cet objet. Puis, M. R éloigne le verre, plonge le doigt dans l'eau et l'agite. Toujours rien. Voyons avec le fer. Contre la couche A, M. R laisse un trousseau de clés sur sa main ouverte. Nouvelle sensation de contact, et cette fois un inexplicable sentiment de gêne, absorption de fluide par un corps étranger. Envoûtement. Ce qui est certain, c'est que je me plains de contacts douloureux quand M. Duher, s'éloignant, froisse les clés dans sa main renfermée. Je me précipite avec une rage jalouse, et je m'obstine à les garder plusieurs minutes en ma possession, tu m'étonnes. Comme si j'avais peur de me voir arracher un membre, enlever une parcelle de ma vie. Pour faire cesser cet état d'exaltation, M. Duher me réveille. Vous pourrez devenir après beaucoup de séances un sujet précieux, me dit-il en riant. Mais rendez-moi mes clés, s'il vous plaît. C'est moi qui ai rajouté s'il vous plaît. Il n'a pas dit s'il vous plaît, il a dit mais rendez-moi mes clés. Bon, après c'est l'expérienceur qui écrit. Il faut qu'on me les prenne. Alors je dis mais il faut qu'on me les prenne, point d'exclamation.
Là, on arrive à une chronique du 16 octobre 1893. Je progresse lentement. Mais progresse, il le met entre guillemets. Bien d'autres séances ont eu lieu depuis la dernière dont j'ai rendu compte. Ce sont toujours les mêmes invariables phénomènes. Ils se produisent seulement plus vite dans leur invariable succession. J'espère qu'il fait quand même des trucs positifs pour lui et qu'il l'améliore, parce que si c'est juste des petits pincements de douleur, le pauvre, autant qu'on en profite dans ce genre d'état pour faire des trucs intéressants et d'upgrade. Depuis 2 jours, cependant, Monsieur Deher a pu me pousser jusqu'à ce qu'il appelle le 3e état de l'hypnose. Alors il met 1. Le tableau ci-dessous, emprunté à mon livre sur l'extériorisation de la sensibilité, indique nettement comment j'ai distingué les divers états de l'hypnose. Donc c'est quelque chose que je vais vous mettre ici. Voilà, donc on va juste finir la phrase, on va lire juste après. On va finir ce qu'il nous met là. Oh oui, alors, on va pas le lire tout de suite parce qu'il l'insère juste après. Ou quoi que si, écoutez, on va lire tout de suite. Alors, on a l'état de veille. Dans les états superficiels, on voit. Voilà, dans les états superficiels, on voit l'état de veille, hypnose premier état, première léthargie, hypnose deuxième état, deuxième léthargie, hypnose troisième état. Donc là, ça va nous donner au départ la crédulité, le somnambulisme et le rapport. Donc sur la crédulité, insensibilité cutanée et suggestibilité, nota, j'ai compris ici dans la dernière léthargie, état cataleptique qui paraît n'en être une phase, entre parenthèses 5 points, les états profonds de l'hypnose, etc. Le rapport. Tous les sens sont spécialisés par le magnétiseur. Le sujet voit les effluves extérieurs du corps, la suggestibilité est presque nulle. Ensuite, là on vient sur les états profonds. Donc on a la troisième léthargie, hypnose quatrième état, quatrième léthargie, hypnose cinquième état, cinquième léthargie, hypnose sixième état, sixième léthargie. Là on rentre sympathie en contact, donc le sujet perçoit les sensations du magnétiseur quand il le touche. Donc là on est à la quatrième léthargie, début de l'état profond. La suggestion a disparu. La suggestibilité a disparu. Ensuite, sur, on va dire l'hypnose cinquième état, c'est la vue intérieure. Le sujet ne voit plus les effluves extérieurs, il voit les organes intérieurs de son corps et des autres. Quand il applique la main à la surface de ses corps. Ok, donc il voit tout, donc là il y a plus de vue. Et ensuite, là vraiment, sur le sixième état, on est sur la sympathie à distance. Le sujet perçoit les sensations du magnétiseur quand il ne le touche plus, pourvu qu'il soit à petite distance. Pour l'instant, on reste là. Mais si on associe un remote viewing, une vision à distance, une délocalisation, il faut voir. Alors, n'empêche qu'ils étaient sacrément en avance sur leur temps. Enfin, ce que je veux dire, c'est que des études comme ça, c'est quand même... Aujourd'hui, on a certainement beaucoup plus avancé que ça. Alors, on reprend le texte. Donc là, il met son tableau. Depuis 2 jours, a pu me pousser jusqu'à ce que j'appelle la troisième état de l'hypnose. Voilà, le tableau, nana. Donc, il l'a poussé jusqu'au troisième état de l'hypnose. Donc, le troisième état d'hypnose, c'est quand il fait le rapport. Hein. Tous les sens sont spécialisés par le magnétiseur. Le sujet voit les effluves extérieurs des corps. Ok ? Donc, il l'a poussé. La deuxième léthargie par laquelle il faut passer pour y parvenir, donc c'est juste avant, a une plus longue durée que la première. Bah forcément. Alors, vous allez me dire non, peut-être pas, pourquoi pas, quand on y va, on y va. On voit l'hypnose de rue, par exemple, ça va très vite. Mais quand même, alors ça c'est mon avis, vous savez que je connais un petit peu ce domaine aussi. Le truc c'est que vous pouvez faire des hypnoses de rue, des choses très rapides. Mais ça, attention, c'est mon avis. Je trouve que le cerveau, derrière, il a quand même plus de mal à se remettre quand c'est du shot. Quand vous avez vraiment des ruptures de pattern qui s'y mettent pour descendre très vite, le cerveau, il se fait carrément sonner quand même. Hein. Donc, je trouve que la reprise, le retour à l'état normal, il peut se passer très bien, bien sûr. Et puis...
mais quand même, ça shoot sévèrement. Alors que quand on est sur un état de descente plus doux, qui va plus se transporter, je pense quand même que l'âme et le conscient, la personne et même, on va dire, la conscience cérébrale, enfin toute la personne, quoi qu'il en soit, que ce soit au niveau cérébral ou... Je pense qu'on le vit mieux. Voilà. Et on revient plus facilement à sa place, plus doux, c'est plus propre quand même. Alors, je suis pas contre les états modifiés très rapides, ça fonctionne bien, c'est pratique à certains moments. Pour le chaud, c'est top. Mais quand même, vous verrez si vous le pratiquez un jour, si vous avez la chance de pouvoir tester l'un ou l'autre, vous allez voir que quand même, mais vous parlez-moi si vous avez déjà vécu ça, mais on revient pas de la même façon, quoi. Enfin, on se remet pas aussi vite que l'un pour l'autre. Enfin, vous avez compris. Bon. Dans cet état, l'insensibilité est telle que je puis toucher à un tison sans retirer ma main. De cette constatation faite hier, je garde une preuve sensible au bout de mon index, quelque peu endommagé. Oh, le pauvre. Donc là, on est sur la deuxième léthargie, et qui met plus de longueur que la première. Parce que aussi, il descend, mais il faut que l'hypnotiseur en face de Rochas, il faut quand même qu'il garde sa conscience. Hein. Donc c'est ça qui n'est pas toujours évident, c'est de le garder, le tenir, pas qu'il parte dans un sommeil. Ce qui surtout distingue ce troisième état du deuxième, c'est qu'on n'y voit pas nettement les objets comme dans le somnambulisme. Tout est brouillé. Monsieur de R me demande si j'entends le tic-tac de la pendule. Je réponds faiblement. En somme, il n'y a que Monsieur de R que je vois nettement. Vous voyez, là, on a quand même l'impression, pour ceux qui travaillent un peu aussi sur tout ce qui est voyage astral, et on va dire état modifié, mais plus, on va dire changement de plan, on est pas mal quand même, hein. Moi, j'ai eu la chance de vivre une expérience, mais pas qu'une, mais de ce type... où vous voyez effectivement votre corps, vos mains, mais avec vos yeux fermés, et d'une façon assez particulière, et c'est très impressionnant. Mais c'était un petit peu sur le même type d'expérience qu'il est en train de détailler ici. Mais c'est une façon de voir, je pense que pour chacun c'est différent, mais pour ma part, si je peux partager ça, j'aime pas trop parler de moi, mais là c'est juste par expérience, comme ça si certains veulent comparer. C'était plus un petit peu comme des petits points, plein de petits points, et avec des couleurs plutôt sépia, on va dire, on était plutôt sur des tons beige, marron, et dans un fond noir. Voilà, avec plein de petits points, et qui formaient l'image. C'était assez impressionnant. C'était pas du tout comme je l'avais imaginé. Alors, ensuite, la suggestibilité subsiste. Regardez à votre droite sur la cheminée, me dit Monsieur de R, il y a un bouquet. Effectivement, je vois un bouquet qui est remplacé par un chandelier si je m'enlève la suggestion en me frottant le front. Il faut remarquer que le bouquet suggéré m'apparaît nettement tandis que le chandelier, comme tous les autres objets réels, sont comme voilés par une brume. Attention aussi à l'énergie vitale qui circule aussi, qui peuvent aussi des fois un petit peu polluer le regard et ce qu'on voit. Voici une autre suggestion. Imaginez-vous que je suis Monsieur X. Entre parenthèses, Monsieur de R me nomme un fonctionnaire que nous connaissons tous deux. Sur cette phrase, dite avec le ton ordinaire de la voix, la suggestion est inefficace. Allons, insiste Monsieur de R. Je suis Monsieur X, je le suis. L'image de Monsieur X passe devant mes yeux, mais sans se fixer. Lorsque Monsieur de R me frappe brusquement l'épaule, je vois aussitôt en effet à sa place Monsieur X assis en face de moi. Et oui, il l'a frappé à l'épaule, les amis, et c'est une rupture de pattern parce qu'il s'y attendait pas. Donc il va le choquer pour réinduire l'information. Alors, parce que quand il va choquer, il va être surpris, et au moment de la surprise, on peut remettre une intention. La conversation s'engage. Rien n'empêche l'illusion, puisque Monsieur de R, connaissant la situation de la personne que je crois qu'il est, fait des réponses vraisemblablement aux questions que je pose indifféremment.
En réalité, néanmoins, je me rends vaguement compte que c'est une illusion et que ce n'est pas Monsieur X à qui je parle seulement. Il m'est impossible de ne pas parler comme je le ferais si c'était bien Monsieur X qui fut présent. On va relire ça. En réalité, néanmoins, je me rends vaguement compte que c'est une illusion. Donc ça veut dire qu'il prend quand même conscience, il y a une petite lutte, et que ce n'est pas Monsieur X que je parle, moi, à qui je parle, c'est mal écrit. Seulement, il m'est impossible de ne pas parler comme je le ferais si c'était bien Monsieur X. Ok, donc on a quand même une programmation mentale qui réagit en fonction de l'événement, ce qui fut présent. Bon, alors là, il faut aussi positionner quelque chose. Donc on a clairement un contrôle mental. Bon, on ne va pas évoquer ce sujet dans ce moment. Mais il y a une petite chose un peu délicate dans ces événements, puisqu'apparemment il fait pas mal de séances. Et s'il y a des suggestions de ce type régulières, ce qui peut être un peu gênant, c'est que en faisant énormément de séances de ce type, on peut confondre la réalité avec ce qu'on a perçu dans l'induction. Surtout si c'est à des phases 2, des phases 3, des phases 4. Donc là, c'est assez délicat. Au niveau du réveil, il va falloir faire attention. Et vous voyez, c'est ce qui met. Au réveil, je suis plus étourdie qu'à l'ordinaire et je parviens mal à chasser une très particulière inquiétude. Inquiétude de quoi, entre parenthèses, je ne sais rien, de mon esprit. Mais oui, c'est par rapport à l'expérience qu'il a vécue. Parce qu'il y a quand même quelque chose au fond, donc sa conscience, qui doit lui faire des signaux en lui disant « Attention, ce que tu vis n'est pas la réalité, enfin en tout cas ça n'est pas normal ». Mais derrière, il applique un comportement face à cette pseudo-réalité. Et le danger aussi, c'est que parce que c'est aussi pour ça aussi que l'hypnose est efficace parfois dans certains cas, c'est que si on peut enlever un choc émotionnel, si on peut adoucir un événement passé, un traumatisme, on peut aussi en mettre un. Donc on peut aussi induire des événements qui n'ont jamais eu lieu. Je vous invite, malheureusement j'ai pas le nom de cette expérience, mais il y avait une expérience sur Arte avec des gens donc, qui s'étaient retrouvés dans un restaurant et puis on leur avait dit mais il y a une jeune fille qui était serveuse qui était là et au départ en fait il n'y a jamais eu cette personne et ils ont réussi à mettre en subjection cette idée dans la tête de plusieurs personnes au même moment, alors qu'il y avait des preuves à l'appui en vidéo et en photo, que cette jeune fille n'a jamais été témoin, n'a jamais été là, cette jeune serveuse n'était pas là, et donc les personnes étaient particulièrement impactées parce que pour surtout une femme, elle disait mais je l'ai vue, je lui ai parlé, je me souviens de sa voix, je me souviens de son visage, je me souviens de ses cheveux, elle était bien là, ce n'est pas possible. Donc attention à ce que ça peut générer, mais vous voyez, enfin, ce reportage démontre bien la puissance de ce type de pratiques lorsqu'elles sont très très bien maîtrisées. Et aujourd'hui, là on parle de papuce, mais aujourd'hui on a des technologies qui sont bien au-delà. C'est pas pour rien que l'ingénierie sociale aussi existe, vous avez qu'à voir le marketing tout simplement. Mais voilà, on va avoir du mal dans certaines situations à distinguer la réalité et ce qui s'est passé normalement. Voilà, donc je ferme la parenthèse. Donc il met « je n'en sais rien de mon esprit » et là il met « j'avais appliqué à Laurent ce procédé pour se débarrasser à l'état de veille des suggestions ». Voilà, ça c'est pas plus ce qu'il écrit. Donc Laurent, je pense que c'est l'expérienceur. Il se l'est rappelé endormi et l'a employé avec succès, peut-être simplement par l'autosuggestion. Voilà. Vous voyez, il lui a indiqué un procédé en fait pour se débarrasser à l'état de veille des suggestions. Ça c'est important, parce qu'il faut quand même pouvoir repasser l'éponge après. Mais bon, a priori, ça a été fait quand même, puis c'est resté des professionnels, des grands chercheurs, et ça avait l'air très conscient de la chose. Mais vous voyez que le cerveau, c'est une grosse usine quand même. Et il suffit d'appuyer sur les bons boutons et on peut obtenir certaines choses. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des comportements, certes, mais on peut clairement induire des choses factuelles. Alors, et pourquoi pas créer
comme on parlait des objets peut-être tout à l'heure, mais enfin en tout cas pour l'instant on en est au stade de juste de la visualisation, la visualisation et du ressenti. On n'a pas encore à créer quelque chose de matériel. Alors, après on peut orienter des événements. Paragraphe 4. De l'extériorisation de la sensibilité et de l'envoûtement. Ça y est, on y vient les amis. Ainsi, si l'on se rapporte au tableau précédent, on verra qu'une des phases les plus curieuses de ces états profonds est sans contredit celle où se manifeste l'extériorisation de la sensibilité. Des caractères étaient effacés. C'est même cette découverte qui a servi de point de départ à toutes les naïvetés que les romanciers et les reporters ont racontées sur l'envoûtement. Nous avons établi la position exacte du problème dans un travail précédent. Là, il nous ramène à Peut-on envoûter, volume 1, volume 1. Donc, nous avons établi la position exacte du problème dans un travail précédent et nous ne reviendrons pas sur une déduction personnelle à ce sujet. Mais il sera utile pour nos lecteurs de trouver aussi résumé, mais aussi clair que possible, les expériences de M. de Rochas sur cette question si importante à bien connaître pour comprendre beaucoup les faits de magie. Et donc, après 3 vidéos, on rentre enfin dans le sujet. L'envoûtement. Expérience de M. Rochas. De la justice le 2 août 1892. Ces expériences ont eu lieu hier en présence de 2 médecins, membres de l'Académie des sciences et d'un mathématicien bien connu. Juste les amis, si vous avez peut-être un conseil au niveau du dos, parce que j'ai remarqué, je vais vous demander à vous, j'ai remarqué que c'est vrai qu'à force de lire en fin de compte, et avec le micro et autres, j'ai les épaules qui partent en avant et j'avoue que je commence à avoir mal un petit peu aux épaules. Donc si jamais vous avez des techniques de redressement du dos et de façon de s'asseoir correctement sur une chaise lorsqu'on est devant un micro, je suis preneuse. Vous pouvez me mettre ça en direct. Vous pouvez m'écrire, vous savez, pour ceux qui cherchent mon mail, vous avez juste besoin de cliquer sur mon profil en haut, vous avez 3 petits points. Non, à propos, il me semble, hein, vous avez l'adresse mail. Elle n'y était pas au départ, mais là, elle y est depuis certains temps et je reçois quelques mails. Mais pour ceux qui me demandent, qui ne trouvent pas, c'est là-bas. Voilà, petit aparté. Donc, je reprends. Ces expériences ont eu lieu hier en présence de 2 médecins membres de l'Académie des sciences et d'un mathématicien bien connu. M. de Rochas a essayé de dissoudre la sensibilité d'un sujet dans une plaque photographique. Il a mis une première de ces plaques en contact avec un sujet non endormi. La photographie du sujet obtenue ensuite ne présentait aucun rapport avec lui. Une seconde, mise antérieurement en contact avec un sujet endormi, légèrement extériorisé, a donné une épreuve à peine sensible par relation. Une troisième, enfin, qui, avant d'être placée dans l'appareil photographique, avait été fortement chargée de la sensibilité du sujet endormi, a donné une photographie qui a représenté les caractères les plus curieux. J'ai un article aussi de journal là-dessus, où avec la main sur une plaque de photo, il se passe des choses. Chaque fois que l'opérateur touchait à l'image, le sujet représenté le ressentait. Enfin, il prit une épingle et en égratignant 2 fois la pellicule de la plaque où la main du sujet était indiquée, les pauvres. À ce moment, le sujet s'évanouit complètement en contracture. Oh! Quand il fut réveillé, on constata sur la main 2 stigmates rouges sous l'épiderme correspondant aux égratignures de la pellicule photographique. M. de Rochas venait de réaliser là, aussi complètement que possible, l'envoûtement des anciens. Dans le domaine si mystérieux de ces faits, nous voulons nous borner à n'être qu'un narrateur sincère. Il ne s'agit pas ici de croire ou de ne pas croire. Nous disons ce que nous avons vu, c'est tout. Bah oui. Il fait ça. De toute façon, Papius, il fait toujours ça comme un scientifique.
L'envoûtement par photographie. Alors là, oui, on passe sur une autre phase, l'envoûtement par photographie. Alors là, il nous met une annotation, il nous met tout l'article dont ce passage est extrait est à étudier. Donc c'est issu de l'initiation de novembre 1892, ainsi que la brochure L'envoûtement du même auteur, en ce qu'il en dit dans l'extériorisation de la sensibilité. Les effluves paraissant se réfracter d'une façon analogue à la lumière qui peut-être les entraîne avec elle, je pensais que si l'on projetait à l'aide d'une lentille sur une couche visqueuse l'image d'une personne suffisamment extériorisée, on parviendrait à localiser exactement les sensations transmises de l'image à la personne. Une plaque chargée de gélatinobromure et un appareil photographique m'ont permis de réaliser facilement l'expérience, qui ne réussit d'une façon complète que lorsque j'eus soin de charger la plaque de la sensibilité du sujet avant de la placer dans l'appareil. Avant, il le précise bien en italique. Mais en opérant ainsi, j'obtins un portrait tel que si le magnétiseur touchait un point quelconque de la figure ou des mains sur la couche de gélatinobromure, le sujet en ressentait l'impression au point exactement correspondant. Et cela, non seulement immédiatement après l'opération, mais encore 3 jours après, lorsque le portrait eut été fixé et rapporté près du sujet. Celui-ci paraît n'avoir rien senti pendant l'opération du fixage, faite loin de lui, et il sentait également fort peu quand on touchait au lieu du gélatinobromure la plaque de verre qui lui servait de support. Voulant pousser l'expérience aussi loin que possible, en profilant de ce qu'un remède se trouvait présent, je piquai violemment sans prévenir et par 2 fois avec une épingle la main droite de Madame L. Oh punaise. Oh la pauvre. Madame L poussa un cri de douleur et perdit en un instant connaissance. Bon, de là s'évanouir tout de suite. Bon, après elle est déjà en état modif. Quand elle revint à elle, nous remarquâmes sur le dos de sa main 2 raies rouges sous-cutanées. Non, mais, je me dis, le gars, mais quand il pique comme ça, punaise, parce qu'il me bien, je piquais violemment sans prévenir, avec une épingle. Ah, c'est un petit côté vicieux quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, oh là là, moi j'aimerais pas être, je sais pas. Alors, soit c'était la notoriété de servir de cobaye à ce genre de personnes, ou j'en sais rien. Peut-être qu'ils étaient payés, je sais pas. Mais punaise. On a trop peur quand c'est ça. Quand elle revint à elle, nous remarquâmes sur le dos de sa main 2 raies rouges sous-cutanées qu'elle n'avait pas auparavant et qui correspondaient exactement aux 2 écorchures que mon épingle avait faites, en glissant sur la couche gélatineuse. Oh là là, la pauvre. Voilà les faits qui se sont passés le 2 août. Non pas en présence de membres de l'Académie des sciences et de l'Académie de médecine, comme on l'a raconté, mais devant 3 fonctionnaires de l'école. Ils pourront, il est vrai, être académiciens plus tard, mais ils ne sont pas encore, et ce jour-là, ils se trouvaient réunis par hasard dans mon cabinet après être allés toucher leur appointement chez le trésorier. Récupérer leur salaire, quoi. Je partais le soir, mais pour Grenoble, et je n'ai pu refaire l'expérience, mais je suis convaincue que j'obtiendrai de nouveau la localisation exacte des sensations. À mon retour de Grenoble, j'ai retrouvé Madame L. Elle devait le maudire. Et j'ai pu j'ai pu recommencer l'expérience de la photographie sur l'autre main, histoire d'équilibrer, qui a réussi sans tâtonnement et suivant le mode d'opération reconnu bon le 2 août. Oh. L'image ayant... Alors on va voir, qu'est-ce qu'il lui a fait cette fois? Punaise. L'image ayant été immédiatement fixée, je fis avec une épingle une légère déchirure sur la couche de collodion à l'emplacement de la main croisée sur la poitrine. Le sujet s'évanouit en pleurant. Et 2 ou 3 minutes après, le stigmate apparut et se développa graduellement sous nos yeux sur le dos
d'une de ses mains à la place exactement correspondante à la déchirure. Le cliché n'était du reste sensible qu'à mes attouchements. Ceux du photographe n'étaient perçus que lorsque j'établissais le rapport en touchant sa personne, soit avec le pied, soit autrement. Eh bien... Pardon, mais ça devait être folklorique quand même. Le 9 octobre, une épreuve sur le papier ayant été tirée, je constatais que cette épreuve n'avait qu'une sensibilité confuse. C'est-à-dire que le sujet percevait des sensations générales agréables ou désagréables suivant la manière dont je la touchais, autant que ce soit agréable, hein, mais sans pouvoir les localiser. 2 jours après, toute la sensibilité avait disparu, aussi bien dans le cliché que dans l'épreuve. Le docteur Louis m'a dit que pendant mon absence, il avait essayé de reproduire le phénomène dont on lui avait parlé et qu'il avait pu obtenir la transmission de sensibilité à 35 mètres, quelques instants après la pause. Enfin, on vient me communiquer l'extrait suivant d'un article qui a paru à Bruxelles le 12 octobre dans le journal Paris-Bruxelles sous la signature d'Arsac. Nous avons vu répéter l'expérience de la plaque photographique sensibilisée. Les phénomènes rapportés se produisaient chaque fois que les coups d'épingle étaient donnés par l'expérimentateur, par la personne qui avait plongé le sujet dans le sommeil en l'absence de l'hypnotiseur. On pouvait 9 fois sur 10 piquer le portrait sans que l'hypnotisé ressentît aucune douleur. Jamais le sujet n'a témoigné la moindre douleur lorsque le cliché a été piqué par une personne ignorant absolument le but de l'expérience. Donc là, ce qui veut dire, c'est qu'il faut vraiment une attention. Nous sommes donc enclins à conclure que ce que l'on a appris pour le phénomène de l'envoûtement n'est qu'un phénomène de suggestion. L'envoûtement est possible, mais pour l'instant, on ne peut le reproduire que dans certaines conditions nettement définies. Donc en gros, effectivement, il y a des choses plus poussées sur l'envoûtement. Je parle de la poupée vaudou par exemple, puisqu'on parlait de cire tout à l'heure, et c'est un peu plus poussé. Mais ce qui est génial là dans ces expériences, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est qu'on a un prémisse d'explication de comment ça fonctionne. Voilà. Après, ça doit être certainement bien plus vaste, mais on a déjà un prémisse. Nous sommes donc enclins, l'envoûtement est possible, mais pour l'instant, on ne peut le reproduire que dans certaines conditions nettement définies. Il faut retenir des expériences de Monsieur de Rochas. Ce qu'il faut retenir des expériences de Monsieur de Rochas, c'est que l'extériorisation de la sensibilité est désormais un fait acquis. L'observation de M. Darzac sur la nécessité du rapport confirme les miennes, mais elle ne prouve nullement qu'il y ait là un phénomène de suggestion ou, pour parler plus exactement, transmission de pensée. J'ai toujours piqué sans regarder à l'emplacement des mains, et le sujet ignorait, encore plus que moi, où allait se produire la déchirure qui se répercutait sur son épiderme. Je n'ai du reste, ainsi que je le dis dans le corps de l'article, jamais pu reproduire avec Madame L aucune transmission de pensée. La seule autosuggestion qui soit admissible, c'est celle qui aurait trait à la production du stigmate sous l'influence de l'imagination au point où le patient a ressenti la douleur. Paris, le 15 octobre 1892, signé A. de Rochas. On poursuit avec un nouveau paragraphe, une blessure astrale. L'initiation du mois d'avril 1893 rapporte une observation de M. Gustave Beaujanoux, relative à une blessure mortelle occasionnée, suppose-t-on, par un coup de sabre sur le corps astral d'une sorcière. Ce fait offre une ressemblance frappante avec l'événement qui se passa en 1849 dans le presbytère de Cideville, et qui a été rapporté d'après M. de Mireville par Figuier, entre parenthèses, Histoire du merveilleux, tome 4, page 261. J'ai fait moi-même il y a quelques jours l'expérience suivante. Un de mes amis, de quelques années plus jeune que moi, d'esprit plus cultivé et occupant une haute situation dans le monde, présente d'une façon remarquable le phénomène de l'extériorisation de la sensibilité
qui chez lui se produit même à l'état de veille à mon simple contact. Monsieur X, intéressé par mes recherches, a bien voulu s'y prêter et je l'ai magnétisé d'une dizaine de fois en approfondissant à chaque fois l'état d'hypnose où je m'arrêtais. Donc il s'applique à bien le faire descendre le plus possible pour être sûr que voilà, il n'ait pas la conscience qui revienne et qu'il fasse, au moins il est sûr du résultat. À la 4e séance, il m'a dit qu'il quittait son corps matériel, qu'il le voyait inerte. Il manifesta une sorte de dégoût pour ce qu'il appelait sa loque. Bon, il a peu d'estime pour lui-même, ce monsieur. Pour son corps, en tout cas. À la 6e séance, non seulement il se dégagea et vit son corps matériel, mais encore à côté, et à 1 mètre environ, il vit apparaître une sorte de nuée lumineuse et il reconnut sa silhouette. Donc là, il voit, c'est marrant parce qu'il sort, mais il voit quand même son corps astral qui n'est pas sur lui, c'est bizarre. À ce moment, je constatais que le rayonnement de son corps matériel ne présentait plus de sensibilité sauf entre ce corps et le corps astral où la sensibilité était portée à son maximum et parfaitement localisée. En d'autres termes, le corps astral était insensible. Le corps astral lumineux était sensible et il avait... en d'autres termes, le corps matériel était insensible. Le corps astral lumineux était sensible et il y avait des rayons moins sensibles et non assez lumineux pour être perçus par le sujet qui reliait le corps astral au corps matériel qui me parlait. Je vous rappelle qu'il existe aussi des phénomènes où certaines personnes peuvent se réveiller avec des stigmates ou autres sur le corps et justement il est possible aussi que ce soit des choses qui se soient passées en dehors pendant la nuit ou autre au niveau astral. Je poursuis en ce moment sur la nature de ce corps astral des expériences dont il n'est pas encore temps de parler. Mais voici ce qui s'est produit le 28 avril 1892. Je priais Monsieur X de faire changer de place son corps astral. Il ne put y parvenir, mais il put étendre son bras astral et mettre sa main astrale dans ma main. Il en ressentit l'étreinte et s'étonna que je ne sentisse pas la sienne. Je lui dis alors d'appuyer le bout de l'annulaire de sa main droite, astrale, sur une grande épingle que je tenais jusqu'à ce qu'il sentît la piqûre. Il le fit, sentit la piqûre et je passais à d'autres observations. Donc là c'est intéressant parce que ce qu'on voit, c'est que lui, il est capable dans son enveloppe astrale de ressentir des événements presque physiques pour lui, et via un objet matériel physique, donc qui possède aussi une vibration et qui est réglé pour ça, et dont il sait dans son corps et dans sa culture personnelle que si je touche le bout d'une épingle, ça va piquer forcément. Vous voyez, il y a une programmation aussi mentale par rapport à ça. Je touche un stylo, ça me fait un contact normalement comme ça. Je mange ça, ça me fait tel goût. Donc il y a quand même une programmation de base, mais en attendant, il a quand même réussi à avoir une interaction de l'autre côté avec un objet physique que lui il a ressenti. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que quand lui, il touche par exemple la main, il touche la main du magnétiseur, ce qui va se passer, c'est que lui, le magnétiseur, ne ressent pas ce contact. Donc de l'autre côté, même s'il y a des événements, l'information ne passe pas. Donc là, on peut aussi relier les choses peut-être à certains phénomènes spirites, phénomènes fantômes ou autres. Tout simplement énergétiques sur d'autres plans, d'autres entités sur d'autres plans. Je réunis le tout quand c'est ça, je dis pas simplement les fantômes ou quoi que ce soit. 10 minutes après, Monsieur X, complètement réveillé et ayant comme d'habitude perdu complètement le souvenir de ce qui s'était passé pendant son sommeil, causait de choses tout à fait étrangères avec quelques personnes de ma famille lorsqu'il retira le gant de sa main droite, qu'il avait conservé ganté et regarda attentivement le bout de son doigt annulaire. Je lui demandai ce qu'il avait. Il me répondit qu'il éprouvait comme une piqûre, puis pressant avec l'ongle du pouce, il fit perler quelques gouttelettes de sang précisément à l'endroit où il avait appuyé le doigt sur l'épingle. Je lui donnai l'explication et il chercha à voir si son gant n'avait pas été percé. Mais naturellement, il ne put rien voir. Donc ce serait un relais de la pensée au niveau du corps des stigmates physiques.
Alors là, il a mis une petite... c'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas vraiment de données physiques. C'est comme s'il y avait une création sur le corps, acceptée et validée par le corps astral qui l'a vécu. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on va voir ce qu'il nous met. Là, il nous met une très très grande annotation. Relativement à cette expérience, nous citerons un fait analogue que nous avons produit à l'hôpital de la Charité. Un de nos sujets, Marguerite, souffrait violemment d'une fluxion au début. Oui. Après avoir mis le sujet en état d'hypnose profonde et après avoir extériorisé sa sensibilité, nous donnâmes un coup de bistouri dans le vide, au milieu de la bouche. Alors dans le vide ou au milieu de la bouche? Au milieu de la bouche, là où nous supposions que se trouvait la première couche présentant un maximum de sensibilité extériorisée. 5 minutes après, le sujet était réveillé sans se souvenir aucunement de ce qui s'était passé. Lorsque subitement, en montant l'escalier pour retourner à la salle, l'abcès s'ouvrit et, comme il n'était pas encore bien formé, ce fut du sang qui s'écoula. Le lendemain, la fluxion était guérie. D'accord. Ah oui, donc là, on a une médecine même qui est sur un autre plan et qui est renvoyée après sur le physique. C'est intéressant. Ce qui est intéressant dans le fait de ce genre, c'est le temps qui s'écoule entre l'action astrale et la réaction en physique. Comme on peut le voir, il faut quelques minutes entre les deux actions, dans le cas de blessure. Donc ça, c'est signé Papus. Alors, on reprend l'écriture, donc l'expérience avec Monsieur X. L'expérience est absolument nette. Il ne peut y avoir de doute sur le fait. On peut supposer, il est vrai, que le jaillissement du sang est dû à une autosuggestion de Monsieur X, voilà ce qu'on disait tout à l'heure, qui croyait être piqué. Même dans cette hypothèse, le phénomène est fort extraordinaire, car il y a eu ici non point un stigmate sous-cutané par l'arrêt de la circulation sanguine, mais une lésion effective de la peau. Oui, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une création dans le corps. Une autre expérience faite 2 jours auparavant montre que la suggestion est insuffisante pour tout expliquer et que dans certains cas, il y a bien réellement des sensations transmises par rayonnement. Le 26 avril, je me rendis chez Nadar avec Madame O pour faire divers essais relatifs à l'emmagasinement de la sensibilité dans une photographie. Madame O, comme Monsieur X, présente le phénomène de l'extériorisation dès l'état de veille, avec un simple contact de ma part. Oui, en gros, elle est très sensible à l'hypnose de base. Elle ressent aussi les événements en dehors. Je laisse à M. Nadar le soin de raconter dans sa revue les phénomènes dont il a été témoin. Je me bornerai à citer les 2 suivants. Premièrement, pendant qu'on développait la plaque sensibilité par le sujet dans le laboratoire noir à l'étage inférieur, le sujet manifesta un violent malaise. On constata que la plaque venait de se briser par accident. Ah, donc il y a vraiment un lien. Deuxièmement, un portrait sensibilisé de Madame O fut mis par un aide en regard d'une autre plaque devant laquelle j'avais placé ma main pendant quelques instants. À l'instant même, le sujet qui était à quelques mètres de là, séparé par un écran, qui ignorait qu'on allait tenter une expérience de cette nature et qui causait avec Monsieur Nadar et moi, s'endormit. Je passai derrière l'écran et je réveillai Madame O en soufflant sur sa photographie. L'expérience fut recommencée sans rien dire à Madame O, qui ne se rappelait pas avoir dormi, et elle eut le même succès. Nous racontâmes alors la chose au sujet qui, très difficilement suggestible, même en état d'hypnose, ne voulut pas y croire et nous défia de reproduire le phénomène maintenant qu'il était prévenu. L'aide rapprocha de nouveau, cette fois sous ses yeux, les 2 plaques. Madame O résista 1 minute environ, puis tomba dans le sommeil. Il semble que de tels faits devraient bouleverser les théories officielles. Il n'en sera rien pendant longtemps encore. Ouais, là c'est pareil, c'est réservé à certains. Chez beaucoup de personnes, même les plus intelligentes, l'éducation a mis des œillères comme aux chevaux de carrosse, et elles sont incapables de voir autre chose que l'étroite bande de route qui constitue la voie dans laquelle elles se sont engagées. Et c'est signé Albert de Rochas, Paris, le 29 avril 1893. Je vous laisse vous faire une réflexion à ce sujet, à ces dernières phrases par rapport à la société d'aujourd'hui.
Voilà, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Donc on continue, on arrive au 5e paragraphe. Je voulais vous dire, comme vous avez peut-être remarqué, j'ai fait cette vidéo en 2 fois, comme souvent sur d'autres vidéos, souvent quand elles sont très longues. Là, j'ai pris une petite décision, c'est simplement de faire en sorte d'avoir des vidéos de maximum 45 minutes, parce que ça permet de conserver du dynamisme. Et rassurez-vous, voilà, il y aura toujours la suite. Mais il se peut maintenant parfois que je coupe certains paragraphes en 2 parce qu'ils sont très longs tout simplement. Et même pour vous, ce sera plus facile à suivre si vous avez juste un paragraphe à lire ou un chapitre à lire. Au moins vous aurez l'autre qui suivra. Alors pour ceux qui me suivent, oui, il faudra attendre un petit peu que les lectures soient faites. Mais pour ceux qui sont déjà en cours de route, vous pourrez récupérer maintenant, on va dire maximum 45 minutes, 1 heure, ce qui permettra de bouger et de pas rechercher où vous en étiez si c'est des audios de 2 heures ou de 3 heures. Voilà. Donc là, on arrive au 5e paragraphe. Enseignement de la magie au sujet de l'envoûtement. D'ailleurs, au sujet de ces vidéos, la longueur de ces vidéos, vous pouvez aussi me dire ce que vous en pensez. Mais je pense que faire des formats 45 minutes, 1 heure, ça vous permet vous aussi de faire des pauses, de revenir. De toute façon, je sais que vous le faites de toute façon la plupart. Et ce sera quand même peut-être plus simple à gérer et éviter de retrouver où vous étiez. Alors, 5e paragraphe. Enseignement de la magie au sujet de l'envoûtement. On y vient tout doucement quand même, il serait temps. Mais juste pour vous dire, on est à 1/4 du livre seulement. Donc on va essayer de le finir quand même assez rapidement, mais il y a pas mal de choses. Là, on n'en est qu'au début. Mais c'est très intéressant, je ne sais pas ce que vous en pensez. On y va. Tous les auteurs initiés aux traditions magiques ont connu la possibilité d'agir sur le corps astral d'un individu, soit sur place, soit à distance. Donc ça, c'est très important, les amis. Il suffira de se reporter à notre paragraphe sur la psychurgie, comme la chirurgie, sauf que là, c'est la ça doit être la psychurgie, je pense, pour voir des exemples de cette action. Paracelse employait souvent ce procédé pour la guérison des malades graves et des affections chroniques. Eliphas Lévi parle longuement de l'envoûtement et des dangers. Alors Eliphas Lévi, je suis en train de me rendre compte quand même qu'il ne dit pas toujours que des choses... tout n'est pas toujours parfait. Le misérable qui s'efforce de nuire à son semblable de cette manière lâche est presque sûr de voir échouer ses odieux essais. De plus, il court malgré cela le danger de subir les effets de la force du choc en retour. Ça, on aura l'occasion d'en parler. Car toute expérience criminelle qui manque se retourne contre l'opérateur qui éprouve toutes les angoisses qu'il aurait voulu éprouver à la victime, qu'il aurait voulu faire éprouver à la victime. Pour éviter cette terrible réaction, il faut que le sorcier trouve le moyen de toucher directement sa victime en lui prenant la main ou en se mettant de quelque autre façon en contact avec elle. Et oui, parce que s'il fait une extériorisation, lui aussi il s'expose. Mais il y a aussi d'autres choses. Et là, effectivement, il ne s'expose pas. Si la victime évite ce contact, le sorcier est condamné à souffrir aussi longtemps qu'il aurait voulu éprouver l'objet de sa haine. Voici plusieurs faits caractéristiques de ce point de vue. On va relire, parce que... on va relire. Pour moi, c'est pas très très clair ce qu'il dit là, mais on va relire. Pour éviter cette terrible réaction, il faut que le sorcier trouve le moyen de toucher directement sa victime physiquement, c'est moi qui dis physiquement, en lui prenant la main ou en se mettant de quelque autre façon en contact avec elle. Si la victime évite le contact, le sorcier est condamné à souffrir aussi longtemps qu'il aurait voulu éprouver l'objet de sa haine. On va voir pourquoi. Voici plusieurs faits caractéristiques à ce point de vue. Après, sur le choc en retour, c'est pour ça que beaucoup d'éléments pratiques en magie, puisqu'on a aussi des chocs en retour, même si sur des choses positives, et puis l'acte magique coûte de toute façon. C'est vrai que on passe comme un certain temps sur certaines pratiques, dans certains courants, à évaluer, avant de démarrer et de toucher à quoi que ce soit, à évaluer l'effet domino, tout simplement, d'une action.
Et c'est vrai que parfois, on se rend compte que finalement, la volonté de départ est peut-être pas la plus importante. Que tout ce que ça engendre derrière, finalement, c'est pas forcément... parce qu'il y a les conséquences sur vous-même, mais tout l'entourage et on va dire également aussi le fait d'avoir déformé la matrice. Et surtout, si vous le faites de manière forte, si vous faites quelque chose en discrétion, ça passera encore. Mais si vous tapez un grand coup, forcément, il y a des lois élémentaires qui feront qu'on ne vous laissera pas faire. Et aussi, il y a un coût énergétique, bien sûr. Après, tout dépend comment. On y va du coût énergétique personnel à la petite assiette de sucre qu'on va déposer dans le coin d'une pièce. Après, je vous dis ça, mais il y a plein d'autres choses. C'est vraiment pour donner quelques exemples. Alors, la défense contre l'envoûtement, puisqu'il dit « Voici plusieurs faits caractéristiques à ce point de vue. » Défense contre l'envoûtement. Donc, il nous titre ça, et il nous met extrait d'une correspondance de Monsieur H. Girgois dans Initiation de août 1895. Alors, les amis, ça peut être intéressant, on va regarder ça. J'ai lu votre brochure, peut-on envoûter ? Faudra qu'on la lise celle-là. À ce propos, je vous envoie 2 faits qui ont été étudiés au centre ésotérique de Luz. Un charpentier français habitant Buenos Aires attribuait une partie des facultés qui venaient à chaque instant paralyser ses entreprises à un ouvrier qui l'employait. La raison qu'il donnait de cette supposition était que sa malchance avait commencé lors de la rentrée de cet ouvrier dans ses ateliers, qu'il avait un regard mauvais et n'était jamais content de rien, enfin, que plusieurs fois, il l'avait entendu marmotter des paroles incompréhensibles, et enfin, qu'il avait l'habitude de sortir le dernier de l'atelier, et pour un prétexte ou pour un autre, il restait seul aussi souvent que possible. Il n'osait le renvoyer, craignant d'exciter davantage sa vengeance en l'irritant. Ça, c'est dommage, ça, c'est bête. Alors là, c'est une situation pas drôle. Cet état de gêne durait depuis plusieurs mois. Quand, par un membre de nos centres spirites, il sut que, dans un centre spécial, nous étudions ces questions. Et oui, parce que souvent les plus grandes peurs sont ceux qui ne sont pas connaisseurs. Et ça, c'est ça qui est bien par rapport à Papus, c'est qu'il mettait quand même le savoir à portée de tous. Il n'y a pas de raison... alors, vous savez, pour ceux qui me suivent, que effectivement, je ne suis pas forcément pour que tous les secrets soient divulgués, dans le sens où il faut acquérir un certain chemin pour pouvoir justement les maîtriser. C'est un petit peu comme ce qu'on disait tout à l'heure avec la magie. Il y a déjà, avant d'avoir les outils, on apprend déjà tout ce qui est réaction et phénomène de chaîne. C'est pareil, quelqu'un qui veut faire la cuisine et qui d'un coup veut devenir cuisinier, vous lui offrez pas d'un coup les gros couteaux immédiatement, ou un enfant ou autre. D'abord, on apprend les saveurs, on apprend... Enfin, je dis ça comme ça, mais voilà, on va déjà un petit peu poser les choses avant de s'y mettre réellement. Mais là, c'est vrai que c'est dommage, parce que comme plein de gens, on va dire la majorité des gens ne connaissent pas, donc soit la plupart l'ignorent, d'autres en ont peur, et la plupart savent pas se défendre. Et c'est ce genre de personnes que vous voyez débouler dans les boutiques ésotériques à un moment où il y a des choses qui vont pas, en pensant à tout et n'importe quoi, en se disant j'ai un problème dans ma vie, c'est la faute à autre chose, et puis voilà, on voit bien qu'il y a un manque de culture, et surtout on a un manque de mémoire aussi, il y avait des choses dans les familles qui ont été vraiment oubliées. Alors, cet état de gêne donc dura depuis plusieurs mois, donc voilà, il sut que notre sens spécial, nous étudions ces questions. Je notais en lui les signes d'une volonté énergique, quoique ébranlé par la lutte contre l'inconnu, je résolus de la mettre à profit. Vous voyez, il va utiliser l'énergie, tout d'abord pour me rendre compte si réellement l'autre était un envoûteur. Après, il suffit qu'il maugrait toute la journée, ça aide pas. Je lui ordonnais de ne pas craindre de retourner dans son atelier, de ne pas éviter le regard de son ouvrier, comme il le faisait toujours, mais au contraire de le fixer sans cependant le faire avec affectation, de vouloir l'empêcher de nuire et, quand les regards se croiseraient, de fermer les poings en y enserrant le pouce. Je vis à ses yeux qu'il doutait de l'efficacité de ce moyen et me disait « Oh, alors, vous n'êtes pas si sorcier que lui !» D'accord. Il fait certainement des charmes. D'accord.
Ouais, voilà tout à fait la réponse de quelqu'un qui connaît rien. Sa volonté chancelante, amoindrie encore par le doute, n'aurait rien produit. Ben oui, je lui proposais alors de lui donner un talisman très puissant. Voilà, il va lui donner un truc en lui faisant croire que, mais ce qui compte c'est son mental. Qu'en faisant ce que je lui avais dit et en portant sur lui le talisman, certainement nous serions plus forts que le sorcier. Alors que le talisman bien sûr peut aider, après ça dépend ce que c'est, mais là il programme son mental. Ce fameux talisman était simplement, vous voyez, un morceau de parchemin sur lequel j'appliquais un cachet martiniste, vous savez que Papus était martiniste, sans volonté aucune. Après lui avoir demandé le temps nécessaire pour la consécration du talisman, oui, il convenu que le vendredi suivant, il commencerait l'épreuve, ne devant pas ce jour-là se trouver en présence de son ouvrier avant d'être protégé par le talisman. Vous voyez, il a mis tout un contexte et il l'a fait patienter sur le talisman. Ça aussi, c'est super. Il lui a pas donné juste comme ça. Le gars, il va maturer un petit peu l'expérience. Il va maturer le talisman. Il va l'avoir. Pour lui, c'est un objet. Waouh. Alors là, on a une gravure que je vais vous mettre. Voilà. Donc une gravure qui est nommée une tentative d'envoûtement par la voisine. Enfin, la voisin. Mais je pense que doit y avoir une petite erreur. Voilà. Donc, il a dit donc de rien faire jusqu'à ce jour-là. Je vis que sa volonté était réanimée. Donc, c'est-à-dire que il arrive, voilà, j'ai vu que sa volonté était réanimée et que je pouvais espérer le succès. En effet, il se présenta donc à l'atelier et sans paraître faire plus attention à l'un qu'à l'autre, il vint se placer en face de celui qui soupçonnait, aidé de la pratique recommandée par moi et fort de sa foi au talisman. Il le fixa. J'imagine la situation, en plus le gars c'est juste un mec qui est juste aigri quoi. Il le fixa, voulant se défendre de son influence mauvaise. Le choc fut terrible. L'ouvrier commença à chanceler, à balbutier. Puis, pleurant à chaudes larmes, il tomba à genoux et demanda pardon à son patron, que sa foi au talisman rendait fort et généreux. Le laissant sortir sans rien lui dire, le lendemain l'ouvrier ne réparut pas à l'atelier, ce que j'ai regretté parce que j'aurais aimé savoir où il avait appris ses pratiques de magie noire. Ouais, donc là, pour lui, c'était bon. Et oui, effectivement, quand t'as un truc comme ça, au contraire, t'as envie de gratter un peu. Peu à peu, les affaires du charpentier reprirent leur cours normal et il n'entendit plus parler de l'ouvrier. C'est très intéressant, hein. Mais vous avez vu aussi la programmation mentale qui l'a rendu fort et il a pu déployer ses forces. Il a pu déployer ses forces astrales aussi, hein. Et avoir un petit peu de... Bon, après, c'est quand même... Bon, même si c'est un morceau de parchemin avec un... Il y a quand même une petite intention de Papus, donc bon... Le deuxième cas, blessure à l'astral. C'est aussi par un des sociétaires que je suis intervenue dans cette affaire qui a paru si étrange à beaucoup. Un petit propriétaire était continuellement ennuyé chez lui par des animaux qui détruisaient ses fleurs et mettaient tout en désordre. Il voyait surtout dans sa maison un grand chat maigre sans pouvoir se rendre compte comment cet animal hirsute pouvait y entrer. Au moment où il y pensait le moins, ce chat se promenait dans sa chambre et disparaissait presque toujours sans que les portes ou les fenêtres fussent ouvertes. On consulta des spirites qui virent comme toujours des esprits. Bah oui, mais c'est le but des spirites aussi, hein. C'est comme quand vous faites venir des énergéticiens chez vous, des magnétiseurs, des... Bah oui, et puis la majorité malheureusement, il y en a beaucoup. Ah, t'as une entité sur toi ou t'as une entité chez toi. La petite réponse un peu facile. Les médiums, je dis pas que ça n'existe pas, attention, hein, mais juste que c'est un peu facile parce que quand vous regardez certains cas, j'ai la chance de travailler un petit peu dans ce domaine, et la majorité des gens, quand vous voyez qu'ils consultent un praticien de ce type, ça finit souvent comme ça. Et puis les problèmes derrière ça s'arrangent pas de toute façon, hein. Et puis au contraire, je pense que ça s'aggrave parce que on voit chez la personne toujours une responsabilité sur ce qui est derrière. Et à la limite, je dirais, pourquoi pas si la personne qui est en face
arrive à reprogrammer la personne de manière à ce qu'elle croit que ça fonctionne et que ça marche, comme là, hein, avec l'histoire du talisman, on peut avoir des bons résultats, et puis peu importe, ce qui compte c'est le résultat, c'est pas les méthodes. Et enfin si, les méthodes aussi un peu, parce qu'il faut pas qu'il y ait un coup énergétique trop fort, ni effectivement un choc en retour. Mais là quand même, il y a parfois où on pourrait aller un petit peu plus loin. Parce qu'il faut quand même pas oublier ce qu'on retrouve, et ceux qui me suivent, vous le savez, ce qu'on a dans énormément de textes, les choses sont en soi. Hein, elles sont rarement à l'extérieur. Donc on peut bien sûr pouvoir travailler là-dessus. Bon, après, il y en a pour qui ça arrange de passer par un intermédiaire. Pensez toujours que passer par un intermédiaire, c'est bien. C'est juste que à condition que cet intermédiaire il soit bien le jour venu, qu'il ne s'est pas disputé pour une histoire de course avec son conjoint ou ce genre de choses, ou en emmenant son fils à l'école, ou qu'il soit pas juste fatigué parce qu'il a passé une soirée particulière la veille, ou qu'il soit attristé parce que... Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, il y a peu de praticiens en énergétique. Alors, ils vont peut-être se nettoyer ce genre de choses, mais il y en a peu qui vont dire « Ouais, non, aujourd'hui, je suis pas en forme, et puis j'ai peut-être pas fait... j'ai peut-être pas eu une hygiène de vie aujourd'hui particulièrement convenable, voire même stricte, mais je vais travailler sur quelqu'un. » Donc ça, c'est pas grave, mais ça reste un humain avec lui aussi ses mémoires, ses ancrages, ses problématiques. Donc ça peut ne pas diminuer les conséquences, enfin, les compétences, pardon, mais de l'autre côté, c'est quand même vous passez par quelqu'un d'autre. Voilà. Et un jour, on parlera aussi de tout ce qui est canal. J'ai mon petit mot à dire aussi là-dessus. Et alors attention, je ne condamne pas, hein, mais il y a certaines choses quand même qui sont pas toujours très cohérentes, et on en parlera. Les médiums en transe, conseillères des prières, etc., rien n'y fit. Bon, pourtant les prières, c'est pas mal aussi pour les gens qui sont très croyants, parce que forcément, ils vont pouvoir profiter de cet égrégore, mais à partir du moment où être à fond dans la foi, quoi. Ce fait fut raconté à un centre spirit affilié au centre ésotérique qui m'envoya se persécuter, fatigué de prier en vain les bons esprits. Tu m'étonnes. Naturellement, je l'interrogeai sur sa vie, ses relations, les haines qu'il pouvait avoir, etc. Il ne voyait rien qui pût motiver une vengeance, soit de mortel, soit de désincarné. Il était devenu spirit. Alors, là, on a une gravure que je vais vous mettre, mais c'est peut-être pas en lien avec la lecture, puisque qu'on a là tout de suite. C'est le sorcier envoûtant un cheval. On peut voir ce qui se passe. Oh, les pauvres bêtes, en plus, si ça passe par les animaux. Donc, il était devenu spirit. J'avais aussi quelque chose qui m'avait traversé l'esprit, mais j'ai oublié. Donc, il était devenu spirit. Alors après, oui, je disais, je rigole, mais de temps en temps, il m'arrive de regarder des vidéos, et puis j'ai aussi des transmissions on va dire, de cas de certaines personnes. Et... quand vous avez une personne âgée qui vit vraiment des phénomènes, j'ai une affaire un petit peu dramatique comme ça, qui n'était pas dans notre pays, où la personne vit vraiment des phénomènes de poltergeist chez elle, hein, on lui renverse son assiette, les portes qui vibrent, qui se ferment, et une personne qui est vraiment très en panique et qui a du mal à se servir aujourd'hui des outils de téléphone portable, ce genre de choses pour filmer, qui réussit à filmer et qui finalement... se retrouve placé dans une cellule psychologique jusqu'à un moment où une personne de sa famille retrouve ses vidéos. Voilà, et on voit que non, c'est pas de la dégénérescence, c'est réel. Alors, peut-être c'est un cas que vous connaissez peut-être pour certains, parce que c'est un cas qui était connu. Donc on reprend là la lecture, et donc il lui demande, voilà, s'il n'y a pas des gens, en fin de compte, qui souhaiteraient se venger de lui. Donc soit mortel ou désincarné. Donc, enfin, après bien des demandes, il me dit qu'un mulâtre proche voisin de sa maison lui avait demandé plusieurs fois de la lui acheter, donc sa maison, et qu'après plusieurs refus de le faire, il l'avait menacé de l'obliger à le faire. Eh ben, ici, comme dans l'ancien coloniage, sans doute à cause des souffrances de l'ancien esclavage, tous les... je suis obligée de changer mon nom, enfin le mot, pardon.
tous les noix sont un peu de... Vous savez que c'est un texte de 1800 et quelques, donc là il y a une affirmation qui serait compliquée aujourd'hui, donc c'est un texte ancien, et je ne fais que lire le texte ancien, mais je vais devoir censurer un petit peu. En gros, je vais vous expliquer ce qu'il dit, c'est que voilà, dans les populations d'Afrique, on a beaucoup de pratiques de sorcellerie, vaudou, voilà. On va arrondir comme ça, parce que sinon je risque le strike, enfin je risque un avertissement. Je ne doutais pas que ce fût le désir de se rendre propriétaire à bon compte d'une propriété qu'il ambitionnait, qui poussait ce mulâtre à mettre en pratique son bon savoir magique. Après, il y en a un peu partout, il n'y en a pas que là-bas. Hein. Je savais aussi que chez les sorciers, tant est vif leur désir de faire le mal, l'astral sortait inconscient pendant le sommeil. Alors je savais aussi que chez les sorciers, tant est vif leur désir de faire le mal, l'astral sortait inconscient pendant le sommeil. Oui, en gros, obéissant ainsi à une habitude. Bon, en gros, quoi qu'il en soit, dans le sommeil, beaucoup de gens sortent. Pour revenir à ces histoires de pays, effectivement, on parle souvent, et c'est vrai, j'ai entendu en France aussi, on parle beaucoup en France de la crainte de vaudou ou de magie qui viennent d'autres pays. Bon. Le vaudou dans le monde, je crois que c'est le type de magie la plus importante en termes de pratique. Je ne sais plus les chiffres. Et après, on a toutes les autres, qui le vaudou et le houdou aussi. Hein. Et après, on a toutes les autres qui déclinent petit à petit. Ce sont des magies un petit peu particulières, qui sont très puissantes, ça c'est certain. Mais il ne faut pas oublier aussi, tout continent a ses magies. Vous avez la Russie, vous avez tout ce qui est Balkans, vous avez aussi le Maghreb aussi, et vous avez sur les populations européennes, on en a aussi énormément, tout ce qui est aussi continent, enfin tous les pays un peu plus celtiques. Et c'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'il n'y a pas de pratique. Alors certes, il y a énormément d'oubli, dans les familles, il y en a de plus en plus qui ne pratiquent plus du tout, beaucoup aussi qui n'ont pas souhaité transmettre, mais c'est partout dans le monde. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est partout dans le monde et les compétences sont comme partout. Vous en avez des plus ou moins fortes, ça dépend des personnes, ça dépend des pratiques, ça dépend de l'expérience. Voilà, ça dépend du type de magie utilisée aussi, mais après, voilà, il y en a qui sont plus ou moins rapides. Et ce que je veux dire par là, c'est que tout se vaut. Et voilà, c'est pas forcé que ce soit uniquement un pays plus qu'un autre. Et bien sûr, on reste dans le respect de tout ça. Ce sont des pratiques ancestrales bien plus anciennes que nous. Voilà. Donc après, bon, pour la partie scientifique, c'est autre chose. Mais voilà, je voulais juste faire ce petit point. Ceci me fut confirmé, donc voilà. Donc ce qui se passe, c'est que je savais aussi, donc voilà. Donc lui, ce qu'il soupçonne, c'est que son voisin pratique. Ceci me fut confirmé par la victime, car si pendant la nuit assez tard il voyait le chat, celui-ci le fuyait moins, disparaissait moins vite et paraissait agir avec moins de précaution que pendant le jour. Donc là il y a les chats, il y a aussi des magies avec des insectes, il y a pas mal de petites choses. Évidemment, l'astral obéissait moins à la volonté défiante du sorcier endormi. Je résolus alors de lui faire administrer une forte leçon, et voici comme. Alors, pendant environ une dizaine de jours, j'habituais le maléficié à vouloir que son propre chat ne bougeât plus. Donc son chat, lui, donc il en avait un. Ceci afin de pouvoir obliger, au moins pendant un certain temps, l'astral du sorcier en sommeil à obéir à sa volonté. D'accord, alors c'est le chat là. Pour lui donner plus de foi dans l'efficacité des moyens employés pour se débarrasser de ce voisin incommode, je lui fais couper magiquement, plusieurs jours d'avance, une forte canne de bambou, environ 2,50 m, employée en cérémoniellement, un couteau neuf et opérant au coup de minuit. Malgré tout cet appareil suggestif, mon bonhomme hésitait encore. Je voyais bien qu'il voulait quelque chose, mais quoi ? Ouais, lui, il voulait quelque chose de magique, en fait. On va en parler. Enfin, poussé à bout de questions, il me demanda le talisman. Ben, encore un. Vous voyez, ça fait partie d'une croyance, en fait. Lui, il est en train de mettre en place un procédé hypnotique qui va être largement plus fort, cette histoire de canne de bambou qui tape.
Et l'autre, il est convaincu par un talisman parce que dans sa tête, c'est ce qui va l'aider. Vous voyez? Alors bien sûr qu'il y a des choses qui vont l'aider. Mais là, quand même, c'est pour ça qu'on peut arriver à des personnes qui s'auto-envoûtent. Moi, je le dis souvent, attention, plus vous y croyez, plus ça fonctionne. Et plus des gens se motivent pour s'envoûter elles-mêmes. Parfois, quelqu'un qui veut envoûter quelqu'un d'autre, il n'y a pas besoin de grand-chose. Hein. J'ai eu le cas comme ça d'une dame qui m'a dit qu'elle était persuadée d'être envoûtée parce que sa belle-mère lui avait dit qu'elle l'envoûterait. La belle-mère, elle a très bien fait les choses. Elle lui a juste dit les choses. La dame, elle a fait tout ce qu'il fallait. Elle s'est tellement conditionnée que finalement, elle s'est envoûtée elle-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'elle était même plus forte que ce que la dame aurait pu faire de l'extérieur, quoi. Donc c'est pour ça. Là, on parle d'autre chose. Enfin poussé à bout de questions, et en plus on a tout le temps le mental qui revient. Et ça, c'est pareil, c'est un frein. Il me demanda le talisman qui m'emballait. Il connaissait le cas du charpentier. Il s'est dit, moi aussi j'en veux un. Vous devez supposer que bientôt il fut en son pouvoir. Alors, complètement rassuré, se croyant suffisamment protégé, il fut tout disposé à rouer de coups le chat magique. Oh merde. Oui, alors le chat, il est pas... touche pas aux animaux, les amis. Les animaux, ils ont rien demandé. Une fois certain que sa volonté était assez entraînée, je lui donnais le conseil d'aller le soir, le plus tard possible, chez le mulâtre. Il est épicier, afin de lui laisser pour son sommeil une forte impression de haine en le revoyant. Alors attendez, je vais juste voir un truc. Qu'est-ce qu'il lui avait dit pour la canne ? Il avait dit pour lui donner, je reviens juste avant dans le texte, comment il avait dit au départ avant le talisman, pour lui donner plus de foi dans l'efficacité des moyens employés pour se débarrasser de ce voisin incommode, je lui fis couper magiquement, plusieurs jours d'avance, une forte canne de bambou d'environ 2,50 m, employant cérémonialement un couteau neuf et opérant au coup de minuit. Il n'y a pas de relation avec le chat. D'accord. Non, je vérifie parce que... tous les animaux, il faut les laisser tranquilles. Alors, une fois certain que sa volonté était... oui, parce que en plus les animaux, ils voient sur tous les plans, ils sont entraînés. Donc, une fois certain que sa volonté était assez entraînée, je lui donnai un conseil d'aller le soir, le plus tard possible, chez le mulâtre. Donc, il va vraiment chez lui. Il est épicier, afin de lui laisser pour son sommeil une forte impression de haine en le revoyant. Ce qu'il fit. Comment il fait ça ? Le mulâtre lui offrit encore de lui acheter sa maison, et sur le refus de le faire, le menaça de nouveau. Ok. En sortant de chez le sorcier, il brûla des parfums dans toute sa maison. Comme il était très spirite, je lui conseillais une prière aux bons esprits. Il devait aussitôt l'apparition du chat, prendre en main un cierge allumé d'avance et, armé du bâton enchanté, obliger le chat à obéir à sa volonté, de le décharmer par des promesses de lui vendre la maison afin d'endormir sa prudence. Enfin, quand il serait assez fort, de lui administrer autant de bons coups de canne qu'il le pourrait sans toutefois lâcher le cierge. Utile seulement pour neutraliser un bras, craignant qu'emporté par la colère ou par le succès, il finit par le tuer. Oui, en fait, c'est lui qui s'incarne en fait dans le chat qui vient chez lui, c'est ça. Donc il lui fait tenir le cierge. Alors, il serait pour lui administrer autant de coups de canne qu'il le pourrait, sans toutefois lâcher le cierge, utile seulement pour neutraliser un bras, craignant qu'emporté par la colère et par le succès, il finit par le tuer. Oui, il faut garder le cierge, Le résultat fut par le succès. Pardon, je me suis trompée de ligne, décidément. Le résultat fut ce que j'espérais. L'astral vint presque inconscient et il eut beau jeu. C'est-à-dire qu'il a fait ce qu'il lui a dit. Le lendemain, mon homme, satisfait, vint me raconter l'aventure, regrettant d'avoir été obligé de conserver le cierge en main, que sans cela, certainement, il en aurait fini avec le chat. Ah là là. Il ne savait encore rien de l'état du mulâtre. Parce qu'en fait, le problème aussi du chat, c'est qu'il y a une incarnation, mais il peut aussi prendre le corps d'eux. Il n'en savait encore rien de l'état du mulâtre, ne se doutant pas, je lui en avais caché, qu'en frappant le chat, c'était le sorcier qui recevait les coups.
Voilà, donc là on a l'échange astral, mais dans l'autre sens. Et oui, parce que l'autre il s'est décorporé. Vous vous souvenez, avec l'épingle, il va toucher l'épingle, il se pique. Donc là, il se prend des coups. Il se prend des coups au niveau astral. Et c'est pas dit que l'autre en plus il s'en rende compte, parce que si ça se trouve, il fait une sortie astrale, il va dans la maison parce qu'il en a envie, il s'en rappelle même pas. Je lui affirmais que si c'était comme j'en étais sûre, le mulâtre qui lui jouait à ce mauvais tour, celui-ci devait être très malade et blessé. Il ne pouvait me croire. Je l'accompagnais et, sous prétexte d'intérêt pour la santé de son voisin, nous entrâmes à l'épicerie. Quel ne fut pas son étonnement d'apprendre que le mulâtre était très malade et très fortement blessé et contusionné. Nous insistâmes pour le voir et nous le vîmes couvert de compresses et en très piteux état. Dès notre visite, qui l'ignorait, il commença à trembler et nous supplia de le laisser tranquille. Qu'il ne ferait plus de mal, il tint parole et, au moins, pour son voisin. Vous devez noter que, dans ces deux cas, la volonté développée, soit par l'entraînement, soit surtout par la foi, a suffi pour dominer ces envoûteurs et sorciers et leur faire perdre leur pouvoir. Agréez mes salutations fraternelles, Girgeois DG et. Depuis, nous avons personnellement eu l'occasion en France de faire cesser un envoûtement ayant créé une maison hantée. Ah bon ? Voyez la maison hantée de Valence en Brie par Papus, brochure chez Chamuel. On arrive sur un autre paragraphe, je pense que ce sera le dernier. Répercussions des blessures du corps astral. On lit dans l'histoire critique des pratiques superstitieuses par Pierre Lebrun, 4e volume, à Paris, donc V. de l'Aulne, 1732, livre 2, chapitre 3, qu'un dénommé Denis Milange, rendu malade par un sorcier, crut voir son fantôme dans un accès d'égarement et le frappa au visage. Alors, qu'un dénommé Denis, rendu malade par un sorcier, crut voir son fantôme dans un accès d'égarement et le frappa au visage. Une neuvaine fut suivie d'une apparition de Saint-Maur dans une église, ayant à ses côtés l'ombre du berger qui paraissait blessé au visage. Denis Milange guérit, le sort retomba sur le berger qui n'obtint sa guérison qu'après des prières de sa victime. Oh punaise. Ce récit concorde quant à la nature des phénomènes avec l'histoire de berger de Cidéville, blessé au visage parce que son ombre, entre parenthèses ou corps astral, fut atteinte assez légèrement, et aussi avec l'histoire de cette sorcière qui mourut du coup dont fut frappé son corps astral et dont l'initiation a parlé. Donc là, il nous met, alors c'est signé Saturninus, mais il nous met quand même Del Rio. Alors c'est dans Disquisitiones Magica, ouais. Raconte qu'un crapaud ayant rendu prodigieusement pesante la barque d'un matelot, qui s'était disputé avec une lavandière, ce crapaud fut transpercé d'un coup d'épée. La femme mourut à la même heure. Un cordonnier de Ferrare, ayant blessé un chat noir qui était venu jouer auprès de son enfant malade, une sorcière qui avait promis sa guérison fut blessée mortellement au même endroit. Et c'est signé Cerclier, l'antidémon historal, page 442. Voilà. Donc là, on arrive à la fin du chapitre, les amis. J'espère que ça vous a plu. C'était un petit peu long, mais franchement, c'était intéressant. Mais tout ça pour dire que voilà, c'est l'envoûtement, c'est pas juste des choses. Enfin, ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est qu'on a pu avoir des explications sur la façon dont ça se pratiquait. Et ce qui se passait, on va dire un petit peu plus sur des termes scientifiques. Scientifiques plus ou moins, bien entendu, mais on a pu voir un petit peu plus à fond sur des choses plus claires, plus pragmatiques. J'espère que ça vous a plu. Sur le prochain paragraphe, on sera au chapitre 4 avec la magie et le spiritisme, et on va voir un petit peu ce que ça donne. Je vous dis à bientôt, à très bientôt, et merci d'avoir écouté Livre ésotérique ancien. Likez si ça vous a plu, et pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À bientôt!